commencer, je demande que tout le monde prenne place. Bon, j'irai. Oui, je parle le premier. Camarades, avant de commencer ce meeting, il y a une semaine, le jeune anarchiste catalan, Puig Antich, a été garrotté par Franco. Camarades, et nous en discuterons dans ce meeting. Ce qui avait été fait pour sauver ceux de Bilbao en 1970 n'a pas été fait pour sauver Puig Antich. Il n'y a pas eu l'unité de toutes les organisations qui, par dizaines de milliers, ont appelé travailleurs et jeunes à manifester pour sauver ceux de Bilbao. L'unité n'a pas été réalisée. On a écrit des articles, on a pleuré ensuite sur le sort de Puig Antich. Puig Antich est mort garrotté. Camarades, je vous demande de vous lever 1 minute de silence à la mémoire de Puig Antich. À bas Franco, vive la République ouvrière espagnole qui triomphera du capitalisme. Camarades, je donne la parole au camarade François de Massot. Camarades, récemment, un journaliste américain, commentant la situation internationale, constatait que le terme commun qui s'appliquait le mieux à la situation de toute une série de pays, les plus éloignés et les plus différents, était le mot crise. Crise politique en Allemagne, disait-il, en Belgique, en Angleterre, en Italie, crise larvée en France, mais aussi situation critique en Argentine, grève aux Indes, mutinerie militaire, puis grève en Éthiopie. Et il ajoutait, ce n'est donc pas la caractéristique particulière de l'un ou l'autre de ces pays qui est en cause, mais un phénomène international auquel il ne peut y avoir qu'une réponse internationale. Car partout, ajoutait-il, l'inflation s'emballe et elle devient, pouvons-nous ajouter, une menace directe pour la stabilité de tous les régimes capitalistes. Mais le trait distinctif le plus important de cette situation de crise, c'est que de même que le parasitisme
l'infection généralisée de toute l'économie capitaliste, qui était la condition même de son fonctionnement, remonte maintenant en quelque sorte jusqu'au cœur du système capitaliste mondial. C'est aujourd'hui dans les forteresses mêmes de l'impérialisme, et d'abord en Europe, que se concentrent les conditions d'une lutte de classe d'ampleur inégalée. Et c'est sous cet angle qu'il nous faut, et ce sera là le centre de ma contribution à ce meeting, revenir sur les événements qui se sont récemment déroulés en Angleterre, sur la grève générale des mineurs et sur les élections. Tout d'abord, c'est le premier fait, les mineurs l'ont emporté. C'est une augmentation moyenne de plus de 25% qu'ils ont arrachée à l'issue d'un mois de grève totale précédé de plus de 2 mois de refus des heures supplémentaires. Les mineurs l'ont emporté, mais il ne s'agit pas là que d'une victoire revendicative. C'est avant tout une victoire politique. Le barrage de ce que l'on appelait la phase 3, c'est-à-dire le blocage autoritaire des salaires, à 7%, tandis que le coût de la vie bondissait dans les derniers mois dans des proportions triples, a été brisé. Et avec lui, s'est effondré tout l'édifice de la politique des revenus que le gouvernement conservateur avait mis en place. Car, et cela peut paraître surprenant, et pourtant cela souligne l'importance politique de la victoire remportée par les mineurs, les augmentations qu'ils ont arrachées n'ont rien d'extraordinaire d'un certain point de vue. Elles sont, dirais-je, en un sens même normales, modestes, car elles correspondent au coût porté au niveau de vie par la hausse accélérée de ces derniers mois. Et cela n'est pas vrai en Angleterre seulement pour les mineurs, et cela bien sûr n'est pas vrai que pour l'Angleterre. Victoire politique, disais-je, victoire politique qui n'a pas été que celle des mineurs, qui a été celle de toute la classe ouvrière anglaise, en ce sens que la grève des mineurs, solide, unanime, effective pendant la période électorale, a été l'axe, le centre de gravité de cette campagne électorale du côté de la classe ouvrière, de cette campagne qui a abouti à chasser Hiss et son gouvernement du pouvoir. Bien entendu, camarades, poser des questions, c'est prendre le risque qu'on vous y réponde. C'est déjà arrivé ici en France dans des conditions données, lorsque le Front unique des organisations ouvrières s'était fait pour répondre non au projet corporatiste mis en avant par De Gaulle, et les résultats de ce référendum, confirmant, prolongeant le résultat de la grève générale de mai-juin 1968, avaient signifié à De Gaulle que c'en était fini pour lui. M. Hiss, de son côté, avait, comme vous le savez, posé la question: qui gouverne ce pays, le gouvernement ou bien les syndicats? La réponse est au moins nette sur un point. Elle a été enregistrée par Hiss lui-même, avec un peu de difficulté, il est vrai. Ce n'est pas M. Hiss qui gouverne. Et l'on peut ajouter qu'en votant massivement pour le Labour Party, les travailleurs ont exprimé l'aspiration d'imposer leur gouvernement, le gouvernement de leurs organisations, le gouvernement qui se fonde en effet sur la force de leurs organisations de classe, de leurs organisations syndicales. Ils ont fait échouer la manœuvre par laquelle on voulait utiliser les élections contre la grève des mineurs, parce que
que les mineurs n'ont pas laissé interrompre leur grève. Et c'est pour cela d'abord que l'arme électorale s'est retournée contre les conservateurs et que M. Hiss s'est trouvé dans la situation ridicule et bien connue de l'arroseur arrosé. Mais il s'agit bien évidemment bien plus que d'un épisode de la vie politique en Grande-Bretagne. C'est tout un développement de la lutte de la classe ouvrière, les conséquences d'un ensemble de facteurs sociaux, économiques et politiques qui trouvent aujourd'hui une expression concentrée dans la chute du gouvernement réactionnaire mis en place en 1970 et dans la mission que lui assignait la classe dominante était avant tout de briser la puissance des organisations ouvrières. Aussi est-il nécessaire, pour en comprendre la portée, de revenir sur ce que signifie, du point de vue de la lutte des classes, le combat du prolétariat anglais. Il est devenu traditionnel de dire que l'Angleterre est aujourd'hui, et depuis un certain temps, l'homme malade de l'Europe. C'est par une formule résumer tout le déclin de l'impérialisme britannique et qui en fait, dans une large mesure, et depuis longtemps en fait, le courtier de l'impérialisme mondial le plus puissant, de l'impérialisme américain. Comme Trotsky pouvait le noter dès 1925, leur travail en Europe et dans le monde entier, les États-Unis l'accomplissent dans une large mesure en collaboration avec l'Angleterre et par son entremise. Mais pour l'Angleterre, cette collaboration n'est que la forme d'une dépendance croissante. Déclin et dépendance qui se sont précipités avec les résultats de la Seconde Guerre mondiale, avec l'écroulement de l'Empire, et qui se manifestent aujourd'hui dans, par exemple, le déficit commercial record enregistré par le gouvernement Hiss dans les dernières semaines de son existence. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que cette dépendance, cet affaiblissement économique ne font que souligner, du point de vue de la stabilité de l'ordre bourgeois, l'importance politique de l'Angleterre. La stabilité politique de l'Angleterre est aujourd'hui essentielle à l'équilibre des forces en Europe et dans une large mesure dans le monde, du fait de la position que lui a créée son histoire passée. Et la situation de la classe ouvrière anglaise n'est pas déterminée par le déclin de son impérialisme. Tout au contraire, sa situation, si elle s'explique en partie par la puissance passée de l'impérialisme anglais, aujourd'hui, du fait du déclin de celui-ci, entre en contradiction avec encore plus de force avec chacun des besoins immédiats, les plus immédiats même, de la bourgeoisie anglaise. Je m'explique, c'est la position unique occupée par l'impérialisme britannique avant la Première Guerre mondiale et qui a en partie survécu entre les deux guerres en dépit du fait que dès alors les bases de cette puissance étaient minées, qui a permis à la bourgeoisie anglaise de faire à la classe ouvrière nombre de concessions. Concessions qui toutes, il faut le rappeler, n'ont pas été concédées mais arrachées par la lutte des travailleurs. Lutte à travers laquelle s'est constitué le mouvement ouvrier anglais tel qu'il existe, lutte qui a abouti à un réseau de droits, de positions de conquête qui entravent l'exploitation et qui sont aujourd'hui un obstacle absolu, immédiat aux besoins du capitalisme anglais.
C'est cela qui se manifeste d'ailleurs dans la crise des institutions politiques de la bourgeoisie anglaise. Des institutions dont on a aimé à expliquer qu'elles étaient parfaitement rodées, parfaitement efficaces, admirablement adaptées à la défense de l'ordre bourgeois. Et aujourd'hui, ces institutions tant vantées se transforment en leur contraire. Le système électoral, qui était censé permettre à tout moment la constitution d'une véritable majorité dans le Parlement, aboutit à un blocage de ce même Parlement. Le Parti libéral, pendant un temps réduit à être peu de choses, a été relancé sur le marché politique dans les derniers mois comme un produit de grande consommation contre le mouvement ouvrier. Et tout d'un coup, la force parlementaire de ce parti libéral est un élément de confusion supplémentaire. Un exemple encore, le Parti conservateur, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, a comme atout parlementaire supplémentaire le fait qu'il a à son service les députés élus en Irlande du Nord, tous membres du Parti conservateur et piliers de l'aile la plus réactionnaire de ce parti. Aujourd'hui, sur les 12 députés qui prétendument représentent l'Irlande du Nord au Parlement britannique, je dis prétendument, car 50% de la population, du coup, n'y a pratiquement pas de représentants. Sur ces 12 députés, 11 sont opposés à toute tentative de solution politique en Irlande, opposés à toute tentative du type de celle que le gouvernement conservateur avait essayé dans ces dernières années, et leur présence, loin d'être un renfort du point de vue de la stabilité du système, est aujourd'hui un facteur qui aggrave la crise. Ce ne sont pas là des manifestations que l'on peut comprendre si l'on essaye de les interpréter simplement en termes de mécanique parlementaire. Ce qui se reflète, ce qui s'exprime dans la crise politique, c'est le fait que le mouvement de la lutte des classes, le mouvement du prolétariat, et le fait qu'en même temps, pour assurer le fonctionnement de son système, la bourgeoisie est contrainte de chercher à remettre en cause chacune des conquêtes et des positions de ce prolétariat, remettent en cause les bases sur lesquelles pouvait fonctionner ce système, les bases mêmes de l'emprise du réformisme sur le mouvement ouvrier anglais. Ce qui signifie pas du tout, loin de là, ce serait une lourde erreur que de croire que le réformisme en Angleterre a pour autant cessé de jouer un rôle. Tout au contraire, mais ce rôle, j'y viendrai, il est amené à le mener dans des circonstances de plus en plus difficiles. Et bien évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas là de quelque chose qui peut s'expliquer dans des termes spécifiquement britanniques. Car les raisons pour lesquelles Heath a pris le risque de poser la question qui gouverne, sachant qu'après tout, il courait le risque de recevoir une mauvaise réponse, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement, dans la mesure où, face au mouvement unanime et puissant des mineurs, la bourgeoisie anglaise ne pouvait que tenter d'abord de porter des coups à la classe ouvrière. Et qu'aujourd'hui, si elle est contrainte de reculer dans une certaine mesure en désordre, elle cherchera à nouveau à porter ses coups. Car ce qui illustre la situation telle qu'elle s'est développée en Grande-Bretagne
ce n'est pas les plus ou moins bonnes capacités de calculateur de M. Hiss, c'est le fait que l'ensemble de la situation mondiale telle que nous l'avons analysée imposait à la bourgeoisie anglaise, même si les conditions politiques n'étaient pas réunies pour elle, de préparer une offensive de grande ampleur contre la classe ouvrière, mais que ces mêmes conditions fournissaient la base à partir de laquelle la classe ouvrière pouvait déployer sa résistance victorieuse. Cette résistance victorieuse, bien sûr, elle s'est déployée dans des conditions particulières à l'Angleterre. Mais il serait faux de chercher à trop insister sur ces facteurs particuliers, ou plutôt à ne pas comprendre, à ne pas voir qu'à travers ces facteurs particuliers, ce sont des tendances générales du mouvement de la classe ouvrière et des problèmes généraux auxquels le mouvement ouvrier a à faire face qui se sont exprimés. Je le rappelais, aucune des concessions arrachées à la bourgeoisie, aucun des droits obtenus par la classe ouvrière anglaise ne l'a été en dehors de son combat. Et il faut ajouter que dans ce pays dont on vantait il n'y a pas si longtemps la perfection du système parlementaire, le suffrage universel lui-même n'a été arraché que par des grèves et par des manifestations de la classe ouvrière, par une lutte qui a été parfois sanglante et qui s'est étendue sur des dizaines d'années. Mais en même temps, le développement du capitalisme anglais, sa situation unique dans le monde, lui a effectivement permis, pendant une période, de faire de grandes concessions à la classe ouvrière. Que Trotsky résumait de la manière suivante: la peur de la révolution, expliquait-il, incita les capitalistes anglais à des concessions et à des transformations tant que les possibilités matérielles du capitalisme furent ou parurent illimitées. Les impulsions des révolutions européennes se fit toujours sentir très nettement sur le développement social de l'Angleterre. Elles provoquèrent des réformes tant que la bourgeoisie garda entre ses mains, grâce à la situation mondiale, de prodigieuses ressources permettant de manœuvrer. Mais en même temps, sur la base même des conquêtes que la classe ouvrière anglaise arrachait, elle constituait, je le disais, son mouvement ouvrier organisé. Et la particularité de ce mouvement, c'est encore Trotsky qui le souligne, c'est, dit-il, plus que dans aucun autre pays au monde, le caractère de classe du socialisme ne fut aussi objectivement révélé par l'histoire, de façon évidente, indiscutable, empirique, car le Parti ouvrier est né ici du groupe parlementaire des trade unions, des syndicats, c'est-à-dire d'une organisation de classe des salariés. En même temps, pourtant, sur ce mouvement d'une extrême puissance, le réformisme assurait un contrôle plus efficace, plus absolu, peut-être, que dans aucun autre pays d'Europe. On peut en donner un exemple. De 1926, date de la grève générale, à 1966, où il y eut une grève générale des marins, il n'y eut pas en Angleterre de grève nationale d'une corporation essentielle de grande ampleur, en tout cas pas de grève de ce type décidée officiellement par les directions syndicales. C'est dans ce cadre qu'il faut reprendre la manière dont la classe ouvrière anglaise a infligé à Hiss, et à travers lui à la bourgeoisie anglaise et à la bourgeoisie mondiale, une cinglante défaite. Au début du mouvement des mineurs, alors qu'on en était encore au refus des heures supplémentaires,
le Times, qui est un peu, en plus sérieux, le monde de la bourgeoisie anglaise, disait « Si le gouvernement cède aujourd'hui devant les mineurs, c'est sa fin et celle de M. Hiss. » Comme on le sait, M. Hiss n'a pas cédé, mais il a été balayé. Comment? Eh bien, tout d'abord, parce que la classe ouvrière anglaise, et à son avant-garde les mineurs, ont refusé le chantage à l'Union nationale qui était au centre de la mise en avant de la semaine de 3 jours, prétendument provoquée par l'affaiblissement dramatique des stocks d'énergie. Les mineurs ont dit non, et ils ont fait que ce non a été repris, appuyé par la solidarité effective de l'ensemble de la classe ouvrière, mais d'abord et avant tout repris à l'échelon national, à l'échelon de toutes leurs corporations, par l'ensemble de leurs syndicats. Non pas qu'au début, les dirigeants, y compris du syndicat des mineurs, ne tenaient à s'engager dans cette lutte. Bien au contraire, dès que fut annoncée la menace de la semaine de 3 jours, il y eut une série de vacillations et d'hésitations. Mais les mineurs, à travers leur organisation, ont répété leur nom et ont fait que cette organisation a joué le rôle pour lequel elle avait été forgée par la classe ouvrière, c'est-à-dire qu'elle a agi comme l'organisme défendant les intérêts, les revendications de ces travailleurs. Par leur mouvement, d'abord le refus des heures supplémentaires, par la grève, par le refus de céder au chantage, les mineurs ont imposé l'unité, et en imposant l'unité, ils ont fait jouer à leur organisation syndicale le rôle qui devait être le leur. À partir de là, il ne restait à Hiss qu'une ultime ressource, celle des élections. Et alors, le même chantage s'est répété. On a dit aux mineurs, si vous vous engagez dans la grève effective que vous avez décidée, alors vous porterez un coup aux chances électorales de votre propre parti, du Labour Party. Car si la grève se poursuit pendant les élections, il peut y avoir des troubles et ceci amènera des voix aux conservateurs. Ce sont des choses qui ont déjà été entendues ailleurs. Elles ont d'ailleurs aussitôt été répétées par le secrétaire national du syndicat des mineurs, Gormley, qui à ce moment-là a dit qu'il faudrait sans doute différer l'ordre de grève. Et puis le comité exécutif du syndicat des mineurs s'est réuni. Des délégations sont venues de toutes les régions, de tous les puits, répétant que les mineurs disaient non à toute tentative de suspendre ou d'interrompre leur mouvement. Et comme le disait d'ailleurs un porte-parole du comité exécutif à la sortie de la réunion qui décida le maintien de la grève, la plupart des camarades, dit-il, pensaient que si nous n'avions pas maintenu l'ordre de grève, les mineurs risquaient de commencer la grève quand même. Ainsi, encore une fois, par leur nom, par leur unité préservée, les mineurs imposaient le front unique, imposaient la lutte effective contre le gouvernement conservateur, par la grève, mais non seulement par la grève, mais aussi par les élections, car c'est à travers le maintien de leur grève que l'arme électorale a été retournée contre le gouvernement conservateur, et qu'en définitive, à la fois par la grève des mineurs et par le vote, le gouvernement Hiss a été balayé. Le gouvernement Hiss a été balayé, un gouvernement du Labour Party, du parti dans lequel l'écrasante majorité de la classe ouvrière anglaise se reconnaît, est aujourd'hui en place. Les travailleurs ont voté contre la réaction, contre le gouvernement
des banquiers du patronat pour la satisfaction de leurs revendications, pour la rupture avec la bourgeoisie sur tous les terrains. Est-ce que ce gouvernement sera un gouvernement qui répondra à ces aspirations? Encore une fois, le Times donne sa réponse. Il dit: la conclusion à tirer des événements qui se sont déroulés, c'est qu'aucun gouvernement, quelle que soit sa composition, ne peut gouverner ce pays si ses relations deviennent trop mauvaises avec les syndicats. Les événements de ces derniers mois ont montré qu'une majorité parlementaire n'est pas assez. Une autre dimension d'autorité est nécessaire. Mais ceci vaut pour un gouvernement conservateur dans ses rapports avec les syndicats. Cela vaut aussi pour les rapports d'un gouvernement du Labour Party avec le patronat et avec la finance. L'invitation est claire, ou plutôt les limites dans lesquelles le gouvernement du Labour Party doit se mouvoir sont clairement tracées. Ce gouvernement ne doit pas remettre en cause les intérêts vitaux de la bourgeoisie anglaise. Mais s'il ne remet pas en cause les intérêts vitaux de la bourgeoisie anglaise, il ne peut satisfaire les revendications. Car ces intérêts exigent aujourd'hui, et en particulier après la défaite que la bourgeoisie anglaise a subie face aux mineurs, que de nouveaux coups soient préparés contre la classe ouvrière. Et en ce sens, non pas sous la forme précise d'une alliance contractée entre le parti ouvrier et les partis de la bourgeoisie, mais sous la forme du contenu politique qui serait donné à ce gouvernement. C'est une invitation en fait au Front populaire, c'est-à-dire à la trahison des intérêts de la classe ouvrière, au refus de satisfaire ses revendications. C'est la politique d'ailleurs qui avait été suivie par le gouvernement Wilson de 1964 à 1970. C'est cette politique qui avait permis la préparation de la mise en place de la loi Carr, aujourd'hui dénoncée par le Labour Party. C'est cette politique qui avait fait que de nombreux travailleurs s'étaient abstenus en 1970. Mais aujourd'hui, après la victoire des mineurs, après la défaite du gouvernement Is, les travailleurs se sont massivement prononcés, non pas pour le retour à cette politique, mais pour la rupture avec la bourgeoisie, pour que la victoire des mineurs soit prolongée par d'autres victoires. C'est un dirigeant national du syndicat des mineurs, dont nous avons rapporté les propos dans l'Information ouvrière, qui disait d'ailleurs: les mineurs ne sont pas un cas spécial. Soit, mais cela veut dire alors que la direction du Labour Party ne doit pas accepter qu'aujourd'hui les revendications urgentes de toutes les catégories des travailleurs soient sacrifiées aux prétendues nécessités économiques de la bourgeoisie. Cela veut dire que comme tous sont comme les mineurs frappés par l'inflation débridée, toutes ces catégories doivent pouvoir se défendre. Et cela signifie en effet porter des coups directs à la domination de la bourgeoisie, à son État. Et en ce sens, non seulement les mineurs ne sont pas un cas spécial, mais l'Angleterre n'est pas un cas spécial. Ce que nous avons vu s'y dessiner à une très grande échelle, à travers la grève unanime des mineurs, c'est le combat pour le front unique et la réalisation à une étape de ce front unique contre la bourgeoisie. C'est au niveau maintenant de la question du gouvernement, de la question du pouvoir d'État, de la question du front unique pour un gouvernement des partis ouvriers, du combat pour la révolution socialiste, que ces questions sont portées par la grève des mineurs, en Angleterre certes, mais ailleurs aussi. Car pour conclure, quittons un instant l'Angleterre. J'énumérais la situation très désagréable pour la bourgeoisie que décrivait un journaliste américain.
Arrêtons-nous sur un autre point central, l'Allemagne. Aujourd'hui, ce sont les métallurgistes de Brême qui sont en grève pour arracher la satisfaction de leurs revendications, après que les fonctionnaires aient déjà fait plier le barrage de la politique des revenus. Mais c'est beaucoup plus qui est en cause, car à travers ces mouvements, ce qui se prolonge, c'est le mouvement en avant sur tous les terrains, par la grève comme par le vote. Lorsque la classe ouvrière allemande a donné une majorité au Parti social-démocrate, c'est le mouvement politique de la classe ouvrière allemande, de la classe ouvrière de ce pays dont la division incarne physiquement la division de l'Europe, incarne la nécessaire unité de la révolution contre la bureaucratie usurpatrice dans les pays qui ont échappé au contrôle du capitalisme, de la révolution sociale dans les pays capitalistes. C'est le mouvement de l'un des plus puissants prolétariats d'Europe qui, à nouveau, se porte à l'avant-garde des luttes du prolétariat mondial. Et avec l'Angleterre, c'est le pays qui a été le berceau du mouvement ouvrier organisé, mais aussi le cœur du système impérialiste à une époque, qui aujourd'hui voit à travers toutes les difficultés et contre tous les barrages édifiés contre son combat, la classe ouvrière poser avec netteté le problème de l'unité contre la bourgeoisie, de l'unité contre l'État bourgeois, de l'unité pour la révolution socialiste. Et en ce sens, on peut dire, sans nullement vouloir en exagérer l'importance, que les mouvements du prolétariat, en particulier la magnifique grève des mineurs d'Angleterre et le combat de toute la classe ouvrière anglaise qui s'est associée à eux, témoignent bien du fait que, comme nous le disons dans notre journal, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Camarades, je donne la parole au camarade Stéphane Juste. La bataille commence. Oh merde. Camarades, l'Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la 4e internationale a convoqué aujourd'hui ce meeting. Si nous prenons depuis 1968, nous avons convoqué de nombreux meetings et sans exception en pratique. On peut dire que chacun de ceux-ci correspondait à un moment du développement de la lutte des classes, soit en France, soit à l'échelle internationale, ou encore, ou plutôt, pour être plus exact, d'une manière liée, d'une manière unifiée, correspondait aux exigences, à la nécessité de la construction du parti révolutionnaire dans ce pays. Et nous voici à nouveau ce soir réunis. À nouveau, il y a meeting, et ça n'est pas non plus simplement quelques orateurs, membres de ce distingué aéropage qu'on appelle Comité central de l'ECI, qui viennent ici dire quelques paroles. En fait, en réalité, aujourd'hui encore, ce meeting correspond à un moment et un moment particulièrement important du développement de la lutte des classes dans ce pays et à l'échelle mondiale. Le camarade de Massot vient de souligner
la signification de ce qui vient se passer en Angleterre. Un tournant s'amorce, un tournant commence. Et pour le bien apprécier, rappelons-nous ce que fut mai-juin 68. Mai-juin 68, ce fut en quelque sorte le déferlement de la jeunesse et de la classe ouvrière qui n'acceptait plus de Gaulle, qui n'acceptait plus ce que signifiait le bonapartisme, qui faisait échec et cassait la tentative de domestiquer le prolétariat et la jeunesse. C'était l'enthousiasme, c'était le déferlement, c'était le mouvement spontané, et c'était aussi les illusions. Illusions dans la suffisance d'un mouvement spontané, illusion dans la suffisance de la grève générale, illusion teintée ici et là de gauchisme, illusion sans aucun doute. C'était l'illusion qui ultérieurement, bien que la grève générale, liée au développement de la révolution politique en Tchécoslovaquie, ait été le point de départ d'une nouvelle période historique où tous les problèmes de la lutte des classes de la révolution prolétarienne sont concentrés particulièrement en Europe. À la suite de mai-juin 68, il est certain que les années qui se sont écoulées ont été des années de maturation politique en profondeur, sans doute, de lutte, de combats importants par la signification politique qu'ils avaient. Ça n'était pas identique à mai-juin 68. Eh bien, le tournant qui aujourd'hui s'amorce, le tournant dans lequel nous sommes déjà engagés, c'est celui qui voit la classe ouvrière surmonter ses illusions, c'est celui qui voit la classe ouvrière tirer en pratique positivement les leçons de mai-juin 68 et des années qui ont suivi mai-juin 68. Mes camarades, réfléchissons un moment. Réfléchissons un moment à l'Angleterre précisément. Témoin l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il vient de se passer en Angleterre? C'est en quelque sorte, et cela prouve d'ailleurs la signification de l'unité mondiale de la lutte des classes. C'est en quelque sorte complémentaire à mai-juin 68 en France. C'est en quelque sorte un mouvement qui parvient non plus seulement à déferler, mais à toute autre chose. Les mineurs n'ont pas cédé à l'illusion. Les mineurs ont utilisé leur organisation syndicale pour imposer la grève et le combat. Les mineurs, on leur a dit, il faut, en vue de bonnes élections, il faut cesser la grève. Les mineurs ont dit, nous continuons la grève et nous gagnons les élections. Les mineurs ont combattu pour la totalité et exprimé les aspirations, les besoins de la totalité de la classe ouvrière. Les mineurs ont, et c'est cet affolement qui aujourd'hui étreint les milieux de la bourgeoisie, non seulement en Angleterre, mais en Europe et dans le monde. Les mineurs ont signifié à la classe ouvrière tout entière, à la classe ouvrière anglaise, bien entendu en premier lieu, ce parti que vous avez mis au pouvoir, il faut que vous interveniez, il faut que ce parti soit votre parti, il faut que vous agissiez de telle sorte qu'il réalise votre programme.
les mineurs ont engagé le combat pour le contrôle de leur propre mouvement et du mouvement par la classe ouvrière de l'ensemble de ces combats. Les mineurs ont engagé le processus de reconquête des organisations ouvrières par le mouvement ouvrier, par la classe ouvrière, et telle est la signification internationale du mouvement qui vient de se produire. C'est une question décisive. C'est une question décisive et qui va nourrir dans les mois qui vont venir obligatoirement une lutte de classe en Europe et en France qui va se développer. Car, camarades, voyons ce qu'il se passe. Oh, il faut, à la fois avec chaleur, bien sûr, mais aussi avec calme, mesurer chaque chose. Voyez-vous, il est incontestable que si les barrages politiques n'avaient pas été dressés devant la classe ouvrière, ou si, pour être plus précis, les partis ouvriers, les syndicats ouvriers, les confédérations ouvrières avaient joué leur rôle, avaient réalisé l'unité, si elles avaient combattu dans le sens auquel aspiraient les travailleurs de ce pays, il est incontestable que nombre de problèmes seraient résolus et qu'en particulier la classe ouvrière de ce pays et de l'ensemble des pays d'Europe aurait engagé et gagné la bataille du pouvoir. Mais il n'en était pas ainsi. Mais au contraire, ces partis, ces organisations, dont la fonction devrait être de répondre à ces aspirations et à ces besoins fondamentaux du prolétariat, ces partis, ces organisations se sont ingéniés. Et quand je dis qu'ils se sont ingéniés, c'est vraiment avec beaucoup d'ingéniosité à barrer la route, la voie politique que le prolétariat voulait s'ouvrir. Alors, il est sûr que cela a pesé. Mais aujourd'hui, aiguillonné par une nécessité qui commence à s'exprimer, mais qui s'affirmera, mais qui deviendra plus pressante, plus violente, dirais-je. Il est sûr que la classe ouvrière, exprimant le mouvement, exprimé sur leur propre plan par les mineurs britanniques, la classe ouvrière, aux prises avec les difficultés économiques, avec les contradictions sociales et politiques de tous ans de ce régime pourrissant, la classe ouvrière cherche la voie du combat, cherche la voie qui lui permettra de surmonter les obstacles, cherche les moyens de briser tout ce qui tente à s'opposer, tous les barrages politiques qu'on tend à lui opposer pour s'ouvrir sa propre voie. Et c'est ça le fond de la question. Le fond de la question, c'est que nous sommes maintenant, nous commençons, je dis, soyons précis le plus possible. Nous sommes engagés maintenant, en France, en Europe, en Angleterre, en Allemagne, dans ce processus, mais naturellement, pour ce qui nous concerne, directement en France. Lorsque l'on jette un coup d'œil sur ce que furent ces 20 ou 25 dernières années, on s'aperçoit que la classe ouvrière d'Europe a été le barrage, a été la force décisive pour que cette Europe ne retourne pas à un siècle ou un siècle et demi en arrière, a été la force qui a contraint l'impérialisme américain notamment à mettre
Ces ressources en partie à la disposition du capital européen pour restructurer les pays d'Europe, mais ceci sur la base d'une accumulation gigantesque des contradictions, d'autant que finalement la force motrice de tout cela était un gigantisme, parasitisme s'exprimant dans les crédits militaires notamment. Or, ce rôle, l'impérialisme américain ne peut plus le résoudre, ne peut plus l'accomplir. Et l'on pourrait même dire que nous sommes arrivés à une situation où l'impérialisme américain, pivot du système impérialiste mondial, bien plus pivot de l'ensemble de la Sainte Alliance contre-révolutionnaire qui s'est nouée, pour assumer ses tâches, pour répondre à ses problèmes, a besoin précisément de reporter sur les capitalistes les moins puissants en Europe et au Japon ses contradictions. Parce que lui a affaire à une classe ouvrière également extrêmement puissante, et il lui faut, par voie interposée, faire porter la charge ou tenter de faire porter la charge sur le prolétariat d'Europe. Et la situation est maintenant extrêmement précise, relativement simple à définir. Le prolétariat d'Europe, le prolétariat de notre pays, à partir précisément de ce qui s'est affirmé en mai-juin 68, de ce qui s'est affirmé avec la révolution politique en Tchécoslovaquie et les suites ultérieures. Le prolétariat d'Europe n'accepte pas, il n'acceptera pas, il combattra. Ce combat est déjà commencé, mais ce combat ne peut se terminer que par la défaite, la destruction de la bourgeoisie, du capital, de l'impérialisme. Voilà ce que signifie l'Angleterre. Voilà ce que signifient les grèves en Allemagne. Voilà ce que signifient les grèves en Italie. Et voilà ce que signifient les mouvements qui aujourd'hui ont lieu en France. Mais, camarades, la guerre, c'est la guerre, et la lutte des classes, c'est la guerre. Nous avons eu le droit, ces derniers jours, à un gouvernement Mesmer numéro 3. Mesmer numéro 3 se l'apprête à sourire, et on aurait tort de s'en priver. Mesmer numéro 3, c'est bien l'expression, là aussi parfaitement claire, de la pourriture du système et plus particulièrement de la décomposition du régime bâtard hérité de De Gaulle, incarné dans le sublime Pompidou. Eh oui, tout le monde ne peut pas être général. C'est peut-être un symbole que l'un soit cela et que l'autre soit autre chose. Et Pompidou, d'ailleurs, en témoigne lui-même, inaugurant le troisième gouvernement Mesmer. Vous l'avez lu comme moi, il s'en va dire: il convient que chaque ministre, en public et en privé, ne se désolidarise pas des décisions du gouvernement et ne laisse pas entendre à tel ou tel que si c'était que de lui, les choses auraient été différentes. C'est un jugement significatif. Pompidou, chef d'orchestre d'un orchestre discordant, signale lui-même les fausses notes, qui signifient tout simplement que précisément dans cette majorité, unie devant le Dieu le Père et le général qui regarde des hauts des cieux, n'en poursuit pas moins chacun leur propre activité, chacun leur propre objectif, mais ce qui signifie surtout
que précisément, dans la situation d'aujourd'hui, en l'absence de solution politique stable, chacun s'efforce précisément de combattre, de tirer son épingle du jeu. C'est donc Pompidou qui en témoigne. Et il dit, ça, faut plus recommencer, c'est vilain, c'est pas beau, le troisième ministère Mesmer ne sera pas ainsi. Et il ajoute, ce qui est clair, ce qui vient d'être cité précédemment, nous ne devons pas courber l'échine, laisser passer, attendre que l'orage nous ait abandonnés. Nous ne devons pas non plus, au jour le jour, rate passer tant bien que mal la situation. En d'autres termes, nous ne devons pas nous contenter de faire ce que nous avons fait jusqu'à présent, bricoler la situation, tenir au jour le jour. Autant de constatations significatives venant du président de la République, du chef du gouvernement véritable, et qui illustrent ce que nous avons expliqué et qui illustrent ce qui se passe chaque jour. Mais, camarades, on aurait tort cependant de simplement ironiser et de voir simplement cet aspect du troisième gouvernement Mesmer. La bourgeoisie est en difficulté. La bourgeoisie sent monter plus que quiconque, ou au moins autant que quiconque, la crise. La bourgeoisie est confrontée à toute une série de forces qui tentent à la disloquer. La bourgeoisie sent la pression, la montée de la classe ouvrière qui s'annonce. La bourgeoisie sent tout cela. Mais la bourgeoisie, et même le gouvernement décomposé bonapartiste, et même ce succédané, cet ersatz qu'est Pompidou, ne renonce pas pour autant. Elle combat. Et le troisième gouvernement Mesmer, c'est un gouvernement qui va tenter de, non pas résoudre, mais en tout cas, prolonger, gagner du temps, marquer des points, porter des coups contre la classe ouvrière et la jeunesse. Mesmer a annoncé sous une forme très précise le blocage des salaires réels lorsqu'il a dit qu'il n'y aurait pas dans les administrations publiques ou bien dans les services publics d'augmentation du pouvoir d'achat. Il signifiait qu'il y aurait donc diminution. C'est un fait que la hausse de prix aujourd'hui cavale, se précipite, qu'elle prend une allure folle. C'est un fait que le chômage se développe, menace, peut s'accentuer. C'est un fait que tous les symptômes d'une crise économique sans pareil se développent, s'affirment aujourd'hui. Et c'est aussi un fait que, conjointement, dans un même mouvement, ce gouvernement, qui est pourtant un gouvernement vermoulu, tente de poursuivre ce qu'entreprit de Gaulle, ce qui s'est développé au cours de ces dernières années, les réformes fondamentales, comme il dit. C'est la réforme de l'enseignement. La réforme de l'enseignement qui, aujourd'hui, qui maintenant se concentre dans la loi Fontanet, laquelle se conjugue avec la loi Royer, dont l'objectif précis est de détruire l'enseignement secondaire, de le faire éclater, de sélectionner dès le secondaire, d'imposer le bac à 10, à 12, à 14 et à je ne sais quoi, qui est précisément d'en finir avec ce qui a été arraché au cours des décennies précédentes. Ce sont les réformes de la sécurité sociale qui sont en cause, qui sont en chantier, qui vont être mises en application, mais qu'on le comprenne bien. Ces réformes sont des réformes fondamentales.
C'est, je crois, Danton qui disait à la Convention, après le pain, le besoin le plus pressant du peuple, c'est l'instruction. C'était un représentant de la bourgeoisie montante. Eh bien, aujourd'hui, la bourgeoisie, par la voix de Pompidou, qui n'a pas perdu la tête, pour autant, par la voix de Pompidou, explique très simplement, très crûment, et met en application très simplement, très crûment, un plan de destruction de l'instruction publique. Et la signification, c'est la destruction par le développement même de cette politique, de toutes les garanties données aux fonctionnaires, de tous les avantages conquis ici et là par les travailleurs, de la sécurité sociale, etc., etc. Mais pourquoi, camarades? Mais pourquoi, camarades, cela est-il possible? Est-ce que la bourgeoisie a aujourd'hui en France l'initiative? Peut-elle à ce point dominer sur son propre plan avec ses propres forces? Mais non, absolument pas. Il faut le dire, parce que c'est la vérité. Nous souhaiterions certes qu'il en soit autrement. Si aujourd'hui, le gouvernement vermoulu de Pompidou, la troisième mouture du gouvernement Messmer, peut se permettre, ou peut tenter en tout cas, d'agir de cette manière, c'est tout simplement parce que ceux-là même qui ont dressé les obstacles devant la grève générale de mai-juin 68, ceux-là même qui ont dressé les barrages politiques contre le front unique de la classe ouvrière, ceux-là même qui se refusent à poser en termes d'unité ouvrière la question du gouvernement, ceux-là même et pour les mêmes raisons, appuient la politique gouvernementale. Et camarades, ça n'est pas une affirmation à la légère. Qu'il suffise de lire certaines citations de Georges Bouvard, un des représentants les plus authentiques du PCF, qui écrivait dans l'Humanité du 25/2 1974. Pourquoi la réforme Fontanet? Pour deux raisons essentielles. En premier lieu, l'ampleur croissante des luttes des enseignants, des parents d'élèves, des lycéens ont mis en pièces ces différents camouflages réalisés dans la précédente réforme. En particulier, il n'est plus possible aujourd'hui de perpétuer la ségrégation sociale sous la forme des systèmes des filières. En second lieu, le système antérieur ne répondait même plus de manière satisfaisante aux exigences objectives du développement économique, scientifique et technique. Même le CNPF se plaignait de l'inefficacité totale du système instauré par M. Fouchet. Voilà pourquoi, dès le premier jour, notre parti a caractérisé la réforme Fontanet comme une tentative réelle pour adapter son système scolaire aux réalités politiques, économiques, sociales du présent, en d'autres termes. La réforme Fontanet, mais bien sûr, parce que celle-ci s'intègre dans toute la politique du gouvernement, mais bien sûr, la réforme de la sécurité sociale, mais bien sûr, toutes les attaques portées contre la classe ouvrière sont présentées par la direction du PC comme des conquêtes de la classe ouvrière, il faut le faire. Et pourquoi aujourd'hui, donc, ce gouvernement Messmer, troisième mouture, ce gouvernement vermoulu, peut-il se permettre d'envisager cette offensive? C'est uniquement et seulement parce que les organisations ouvrières appuient sa politique, se refusent au front unique, se refusent de rompre avec la bourgeoisie et bien entendu avec ce gouvernement. Là est la question, là est le problème d'aujourd'hui, et là est la signification pour la classe ouvrière française de l'action, du combat des mineurs britanniques qui, de ce point de vue, ont ouvert la voie. Or, précisément, cette voie a été ouverte au moment même, et c'est certainement pas par hasard,
où en France, un processus, un mouvement se met en route, qui est ponctué par la grève des cheminots et des mineurs de Lorraine, qui a été ponctué par des mouvements apparemment moins conséquents, mais non moins significatifs, comme ceux de la recette principale des postes à Paris, comme les grèves Rateau, comme la grève La Savième, comme la grève du Crédit Lyonnais, comme la grève à la BNP et ailleurs, et également par la signification, la portée, si on la considère dans son mouvement, qu'ont les mouvements tels que la manifestation des lycéens hier. Le temps m'étant compté à juste titre, je ne pourrais, mais mon camarade Charles Berg y reviendra certainement, expliquer tout ce qui s'est passé dans cette manifestation des lycéens. Ce qu'il s'agit surtout de retenir, ce sont les caractéristiques communes à tous ces mouvements. La classe ouvrière de ce pays impose et réalise l'unité pour le combat sur le terrain qu'immédiatement elle peut occuper. La classe ouvrière de ce pays engage la bataille à ce niveau et sous cette forme, non pas en contradiction avec les objectifs les plus fondamentaux, qui sont ceux de la lutte pour le pouvoir, mais afin de réunir les conditions pour rassembler politiquement cette classe ouvrière et aboutir à la lutte pour le pouvoir. La classe ouvrière de ce pays, comme la jeunesse de ce pays, fait non plus le mouvement qui consiste simplement à s'engager dans la lutte et puis à espérer que la généralisation pure et simple de la lutte permettra de vaincre, mais le mouvement qui consiste à imposer l'unité, à réaliser le contrôle de ces luttes, car ce qui est fondamental dans ce que nous voyons se dérouler, c'est précisément le fait que partout les travailleurs s'engageant dans le combat tentent de constituer et d'imposer des comités de grève pour contrôler le mouvement, non pas en dehors des syndicats, avec les syndicats, mais dans le cadre du comité de grève, c'est-à-dire à partir de la démocratie ouvrière, c'est-à-dire à partir du contrôle par les masses de leur propre combat. Et c'est par ce processus aujourd'hui que nous retrouvons d'ailleurs chez les lycéens, sous une forme qui leur est propre, qu'ils avaient déjà d'ailleurs mise en avant, réalisée l'année dernière dans la lutte contre la loi Debré. C'est par ce processus qu'en sont en train de se constituer actuellement les conditions politiques même de la lutte pour le gouvernement. Notre combat est actuellement précisément d'ouvrir ces voies. C'est ainsi qu'il est clair que contre la réforme Fontanet, contre cette réforme qui est une pièce angulaire, une pièce déterminante de la politique de ce gouvernement, il est clair que c'est notre combat, que c'est notre bataille de poser le problème de la responsabilité du syndicat national de l'enseignement secondaire. Parce que, bien sûr, c'est là directement que le coup est porté. De poser le problème de la réalisation des conditions politiques pour que, au jour où cette loi Fontanet sera discutée au Parlement, à l'initiative du SNES, une manifestation des enseignants, des enseignés, des parents d'élèves déferle devant le Palais Bourbon. Ce sera un pas extraordinaire, précisément dans la voie de ce développement politique.
Camarades, c'est l'un de notre combat. C'est dans les grèves qui existent aujourd'hui, dégager précisément cette manière dont la classe ouvrière a besoin d'agir pour contrôler ses mouvements, pour imposer l'unité, pour engager le combat. C'est de poser le problème aujourd'hui, par exemple, de la responsabilité du comité de grève du Crédit Lyonnais, de la responsabilité des organisations syndicales qui font partie de ce comité de grève du Crédit Lyonnais pour appeler immédiatement, tout de suite, jusqu'à la victoire, à la grève générale des travailleurs du Crédit Lyonnais et non pas à la dislocation des grèves tournantes. C'est notre responsabilité et lorsque nous posons ces problèmes, nous posons les problèmes les plus élevés. Certes, nous savons très bien que la grève du Crédit Lyonnais n'abattra pas immédiatement ce gouvernement. Certes, nous savons très bien que tel ou tel mouvement, même s'il réunit ces conditions, ne permettra pas de vaincre sur le plan fondamental, c'est-à-dire permettra pas d'abattre le gouvernement. Mais nous savons surtout, il y a eu mai-juin 68, il y a cet enseignement politique qu'il nous faut mettre en pratique aujourd'hui. Il nous faut combattre pour le front unique par la voie que la classe ouvrière peut en utiliser et utiliser seulement afin d'imposer le front unique. C'est ainsi que nous allons faire ce que signifie profondément la grève des mineurs britanniques, la réalisation des conditions pour le front unique politique contre le gouvernement de la bourgeoisie, pour le gouvernement des organisations ouvrières. Bon, je passe la parole au camarade Charles Berg. Il a sa claque. Camarades, les camarades François de Massot et Stéphane Juste ont donc fixé le cadre au sein duquel se développent actuellement les luttes des classes internationales et nationales du prolétariat. Nous sommes au seuil de grands affrontements au niveau du pouvoir. Des millions d'hommes soumis par la classe dominante vont, contraints et forcés, s'engager pour la défense de leurs conditions d'existence matérielle dans des luttes d'une ampleur inégalée. De haut en bas, l'édifice social fondé sur les rapports sociaux de production capitaliste craque, se fissure. Nous sommes au seuil du grand tournant, au seuil du grand mouvement, au seuil d'une crise révolutionnaire. En faut-il une preuve? La voici. L'idéologie dominante façonne naturellement par l'intoxication le langage, crée les formules, systématise les habitudes, bref. On dit gai comme un pinson, CRS comme Marcelin, discipliné comme un militaire, corrompu comme un député UDR, sérieux comme un pape et sérieux comme le monde. Le 15 mars 1968, Pierre Liançon-Ponté, honorable chroniqueur politique du très sérieux journal Le Monde, bâillait d'ennui et manifestait son ennui dans un texte célèbre, La France s'ennuie. Il écrivait: ce qui caractérise actuellement notre vie publique, c'est l'ennui. Les Français s'ennuient, ils ne participent ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde, la jeunesse s'ennuie. Moins de 2 mois plus tard,
la grève générale de mai-juin 68 réduisait, dans les conditions que l'on sait, les prophéties de Pierre Viançon-Ponté, dit alors Madame Soleil. Le 7 mars 1974, Pierre Viançon-Ponté s'est à nouveau, entre deux bâillements, penché sur la situation politique française et il a écrit « Les perspectives sociales, non exemptes d'ombre et de tensions, mais qui ne semblent pas présager de conflits imminents et très durs, ni de grève d'une grande ampleur, aucun surtout de ces déchirements profonds, de ces crises morales et de ces aventures qui bouchent l'horizon, perturbent la jeunesse, troublent la nation, pour provoquer finalement la colère, le désespoir, l'effondrement ou le sursaut, comme nous en avons connu tant et tant. Bref, la grisaille des jours ordinaires, aussi peu chargée d'angoisse que de plénitude et d'enthousiasme. Remercions et espérons que l'article de Pierre Viançon-Ponté aura cette fois encore les conséquences que le premier a eues. Ainsi, à sa manière, sérieusement, le monde l'annonce, nous sommes au seuil de grands affrontements. La question est posée, quelle politique, quel mot d'ordre, quelle forme d'organisation, quelle action politique? C'est à cette question, c'est à ces questions que l'organisation communiste internationaliste entend répondre. C'est à ces problèmes que sont confrontés les travailleurs. C'est à ces questions que les trotskistes doivent répondre. C'est à ces problèmes que sont confrontés les employés du Crédit Lyonnais. C'est à ces questions que les militants syndicaux, quelle que soit leur tendance, sont confrontés. C'est à ces questions que l'OCI doit répondre. La politique de l'OCI, c'est celle qui unit. La politique de l'OCI, c'est celle qui rassemble. La politique de l'OCI, c'est celle qui, du mouvement des masses, dégage à chaque instant, en rapport avec la conscience des masses, le mot d'ordre, la forme d'organisation qui permet à ces dernières de faire un pas en avant, de l'atelier à l'usine, de l'usine à la corporation, de la corporation à l'ensemble du pays, pour poser en termes positifs, en termes de solutions, la question du gouvernement, la question de la révolution. Lorsque nous disons, lorsque l'OCI dit aux dirigeants des grandes organisations, l'OCI se fait ici le porte-parole des travailleurs du Crédit Lyonnais. Elle parle ici en français, mais avec le langage des mineurs anglais qui disent « Nous avons voté contre IS pour nos revendications, pour les syndicats, contre la bourgeoisie, pour les mineurs et pour toutes les corporations. Nous avons voté pour en finir avec la société du profit, celle qui licencie, qui rabaisse, qui détruit, celle qu'il faut chasser, celle qu'il faut détruire. » Voilà ce que disent les mineurs, et voilà ce qu'exprime aujourd'hui l'OCI dans la grève du Crédit Lyonnais, et voilà ce que, dans son journal, dans ses cellules, dans les groupes politiques qu'elle impulse, l'OCI, l'organisation communiste internationaliste, rassemble, unifie, engage, dégage. Camarades, aujourd'hui, en France, tous les moyens existent pour arracher les revendications, faire capoter les plans du capital, abroger les lois scélérates, arracher les salaires, l'emploi, l'avenir, la vie. La dynastie Messmer en est donc au numéro 3. La question est posée, faut-il attendre Messmer 15 pour apporter une solution à la crise de la société? Les travailleurs répondent non. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons pas, et la question qui est posée, c'est la politique qu'il faut impulser.
La division mène à la défaite, l'unité permet la victoire. Quelle est la position des communistes par rapport à l'ensemble des prolétaires? Quelle est la position des trotskistes par rapport à l'ensemble des travailleurs? Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Les trotskistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Ils n'ont point d'intérêts qui divergent des intérêts de l'ensemble du prolétariat. Ils n'établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modéliser le mouvement prolétarien. Les communistes, donc les trotskistes, ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points. D'une part, dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité communs à tout le prolétariat. D'autre part, dans les différentes phases du développement que traverse la lutte entre prolétariat et bourgeoisie, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité. Pratiquement, les communistes, donc les trotskistes, sont la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tout le pays, la fraction qui entraîne toutes les autres. Ces lignes, extraites du manifeste du Parti communiste et que nous avons actualisé, car sont communistes ceux qui luttent pour la dictature du prolétariat, et c'est le cas de l'OCI, posent des problèmes tels qu'il nous les faut résoudre. Mais nous disent les militants, comment unir les syndicats et les partis ouvriers, alors qu'en haut, dans les états-majors, là où existent les moyens de rassembler, nous nous heurtons aux dirigeants sociaux-démocrates et staliniens qui, chacun à leur manière, se coalisent contre l'aspiration à l'unité. Lorsque vous, trotskistes, affirmez qu'il faut l'unité, cela signifie-t-il que vous fassiez confiance à ces dirigeants? La question est mal posée. Nous disons, les dirigeants des partis ouvriers veulent-ils, oui ou non, mener la classe ouvrière à satisfaction de ses revendications? Veulent-ils, oui ou non, rompre avec la bourgeoisie? Oui, disent-ils, et alors? Et alors nous apprenons cet après-midi que M. Lucher, président de l'université de Tolbiac, a fait appel au CRS pour faire expulser les étudiants rassemblés en délégation pour exiger satisfaction à la revendication et notamment l'abrogation de la réforme Fontanet. Le problème, c'est que M. Lucher est également membre du Bureau national des radicaux de gauche et co-signataire du programme commun. Oui, il faut l'unité, mais pas cette unité-là. J'ai ici un document qui traite d'une conférence fédérale du Parti communiste français et qui nous permet de poser dans les termes les plus vivants les rapports qui existent entre les dirigeants du Parti communiste français, principal parti ouvrier dans ce pays, et les militants qui composent ce parti. Constitué dans l'élan de la Révolution d'octobre, à l'appel de Lénine et Trotsky comme section de la 3e internationale, le Parti communiste français agit par sa direction pour soutenir, maintenir, fortifier, défendre l'appareil d'État, le système et le gouvernement. Mais ce parti est composé de militants qui n'ont pas répondu, eux, à l'appel de Brejnev, mais au drapeau rouge de la Révolution d'octobre. Dans les usines, dans les écoles, dans les lycées, dans les facultés, ces militants qui tentent d'exprimer les intérêts des masses se heurtent à leur propre parti, à leur propre direction, à leurs propres dirigeants. Et la question qui est posée, c'est comment, en partant des aspirations des masses, s'engager avec ces militants pour leur permettre de se dégager de l'emprise de Bouvard, pour se permettre de se dégager de l'emprise du programme commun, pour se permettre de se dégager de l'emprise de la politique qui va à l'encontre des intérêts de la classe ouvrière. Et de ce point de vue, nous disons, en réalité, ces militants, les militants du Parti communiste, les militants du Parti socialiste, les militants ouvriers fidèles à leur classe qu'il nous faut gagner, entraîner, en partant, car c'est le point de départ de l'expression des aspirations de masse à l'unité, à l'action pour les revendications, c'est là l'objet de l'existence
et de l'action actuellement de l'organisation communiste internationaliste. C'est dans ce combat pour la grève générale du Crédit Lyonnais, c'est en ouvrant cette voie, c'est en permettant aux masses de se frayer le chemin vers la victoire que ces militants se dégageront de l'emprise de l'appareil. C'est en ouvrant concrètement, dans les lycées, pour les enseignants, la voie au combat contre la réforme Fontanet que les militants du PCF se heurteront à l'article de Georges Bouvard que citait le camarade Stéphane Just préalablement. La lutte pour le front unique ouvrier n'est ni une supplique, ni un vœu pieux. En manifestant avec leur comité contre la réforme Fontanet, les lycéens réalisent l'unité de la jeunesse, entraînant dans leur mouvement les militants de la JC, de l'UEC et de l'UNCAL. Ils ont raison. Ceux qui, militants de l'organisation communiste internationaliste, aux usines Michelin de Clermont-Ferrand, prennent l'initiative de faire signer 300 travailleurs qui disent contre les licenciements, assemblée générale, unité des syndicats. Lorsque les 300 travailleurs signent, se rassemblent, à partir de cette initiative, l'assemblée générale est imposée, les licenciements sont stoppés, le patron recule, l'unité paye, l'action exprimée par l'OCI pour l'unité aboutit à son objectif. Camarades, lutter aujourd'hui pour le front unique ouvrier, c'est prendre l'initiative de rassembler partout où c'est possible les travailleurs, l'avant-garde des travailleurs qui s'engagent, non pas passivement mais activement à agir pour réaliser l'unité. L'unité qui intègre les organisations, qui utilise les organisations et qui permet par les travailleurs le contrôle de ces organisations. Et de ce point de vue, lorsque les gauchistes disent « à bas les syndicats, à bas les partis ouvriers », ils s'associent à la politique de division de ceux qui dirigent les grandes organisations. Ce qui a été réalisé en Angleterre, ce qui a été réalisé, c'est-à-dire l'utilisation par les travailleurs de leurs organisations syndicales pour, par la grève et par l'élection, imposer, réaliser l'unité. Cette voie, c'est la voie du succès. Et si les trotskistes aujourd'hui posent le problème de la constitution de rassemblements de travailleurs dans les ateliers, dans les usines, dans les bureaux, qui s'engagent dans l'action pour l'unité, qui militent pour que les syndicats rassemblent, unissent, engagent l'action, c'est qu'aujourd'hui, la portée politique des événements qui se sont déroulés en Grande-Bretagne se développe dans l'ensemble du prolétariat européen, fait son chemin et doit aboutir. Camarades, un tournant s'amorce et c'est à cette occasion que paraît la nouvelle formule d'un journal qui fut d'abord édité sur 4 pages renéotypées voilà plus de 10 ans, Information ouvrière. À cette occasion, et après que 32 millions aient été rassemblés à l'initiative de l'OCI, mais en réalité avec tous les travailleurs d'accord pour réaliser un tel journal, une telle tribune libre de la lutte des classes, ce journal, déposé dans un certain nombre de kiosques, est aujourd'hui à son numéro 1, bien qu'il en soit à son numéro 647. Dans ce journal, nous, trotskistes, voulons engager, à partir des expériences telles qu'elles se développent dans la lutte des classes, la discussion, le débat, organisé puisque transcrit dans le journal, organisé puisque diffusé par les travailleurs qui s'y exprimeront, organisé puisque pris en charge par les groupes politiques, organisé puisque présent dans toutes les grèves, dans toutes les actions, dans toutes les discussions, comme facteur d'organisation, comme facteur de débat, comme le journal qui ouvre ses colonnes à tous ceux qui se posent le problème de l'unité, quelle unité, comment, de l'action, dans quelles conditions, bref, à tous ceux qui s'engagent
dans le contrat que l'OCI leur propose, agir en commun pour, au travers de ce journal, avancer dans la voie de la construction du Parti ouvrier révolutionnaire. La question d'information ouvrière n'est pas une petite question. 32 millions ont, par l'activité militante, non sans difficulté, rigoureusement vérifiée, rigoureusement contrôlée, été rassemblés. Ces 32 millions correspondent à des liens réels que l'OCI, les groupes politiques, les cercles de la JS ont commencé à établir dans l'ensemble du pays. Ce journal, facteur national d'organisation, doit, tel est notre objectif, se développer dans son contenu, mais vous avez vu qu'en ce domaine, l'effort a commencé à être entrepris et sera poursuivi. Et de la même manière, la bataille pour information ouvrière, prenant appui sur la nouvelle formule de notre journal, doit se poursuivre, conquérir, rassembler, se développer. En vérité, le problème du journal, le problème de l'organisation est pour nous en rapport étroit, direct, avec l'intervention dans la lutte des classes. Le camarade Stéphane Juste faisait tout à l'heure référence à la grève générale de mai-juin 68. Souvenons-nous, alors que précisément nous sommes à la veille de grands affrontements, à l'heure de ces affrontements, le journal unifiera l'ensemble de l'activité, portera à la connaissance de tous ce qui ici sera réalisé, bref, indiquera, directive, éléments, portera la discussion et centralisera l'activité des militants, permettant que dans le cours du mouvement de la lutte des classes se poursuive et se développe et s'intensifie la construction de l'organisation révolutionnaire, la construction du parti révolutionnaire. Camarades, c'est dans ces termes également qu'à la veille de cette nouvelle période, l'OCI pose le problème de son propre développement. Non pas couper des militants, non pas couper des travailleurs, non pas couper des jeunes qui discutent avec nous, qui débattent avec nous, mais au contraire, en les associant, en les intégrant, en leur permettant, avec nous, de faire leur expérience et avec nous de progresser. Et de progresser dans la voie de la construction de la section française du Parti mondial de la Révolution socialiste, de la 4e internationale. La campagne nationale de recrutement décidée par le comité central de l'OCI est pour nous liée au problème du développement de la vente d'informations ouvrières, liée, indissociablement liée à l'intervention politique dans la lutte des classes, liée, indissociablement liée à l'expression des aspirations des masses. Vendre le journal, constituer les groupes politiques, ouvrir de nouveaux GER, tels sont aujourd'hui, à l'heure où s'annoncent ces grands bouleversements, les tâches que l'organisation communiste internationaliste s'assigne, vous assigne, et qu'en commun, nous en sommes convaincus, nous mènerons à raison et nous mènerons jusqu'au bout. Camarades, dans un récent numéro d'Information ouvrière, nous écrivions « L'OCI, par ses propres moyens, a démontré sa capacité, dans ses meetings, de rassembler une mutualité remplie.
nous nous fixions comme objectif d'avoir ce jour une salle comble. Disons que cette salle est bien remplie, elle n'est pas comble. Et comme à notre habitude, nous constatons objectivement sur la base des faits ce qui est. Le signe et son combat ne peut pas être mieux caractérisé que par son journal. Nous sommes des léninistes et nous avons appris chez Lénine que le journal est un organisateur collectif. Nous avons avancé dans cette voie, mais nous disons que nous n'avons pas atteint ce que nous pouvons arracher avec les forces dont nous disposons. Nous voulons faire dans ce pays un haut tribunal de classe. Et pour démontrer ce que peut être en définitive la lutte de classe et une tribune libre, les références ne manquent pas. Alors que pendant des années et des années, le mouvement ouvrier a été encamisolé par des appareils qui étouffaient l'expression libre dans la classe ouvrière, nous voyons depuis 1968, en 68 d'une manière inconsciente, quasiment folklorique, mais depuis, nous voyons une classe, une masse des travailleurs qui ne sont pas une masse malléable, qui apprennent de leur expérience et qui, lentement, péniblement, arrachent le contrôle, ou tentent d'arracher le contrôle de leurs propres actions. Camarades, les orateurs précédents ont donné la signification de ce que représente la grève générale des mineurs en Angleterre. Ils ont dit calmement, fermement, à des dirigeants qui avaient accepté, y compris tous les dirigeants des mineurs, comme les nôtres, avaient accepté beaucoup de choses, et plus encore. Ces dirigeants n'étaient pas des révolutionnaires. Ils avaient même oublié depuis longtemps ce que peut représenter ce mot de révolutionnaire et de lutte de classe. Mais les mineurs ont dit calmement, fermement, nous voulons nos revendications contre IS. Et IS, il a dit, vous ne les aurez pas. Alors, calmement, fermement, les mineurs ont dit à leurs syndicats, alors nous allons faire la grève. Et les dirigeants syndicaux ont tergiversé, ont vraisemblablement parlé comme on parle aujourd'hui aux employés de banque du Crédit Lyonnais et d'ailleurs. Il faut attendre, ce n'est pas le moment. Il faut attendre, rassembler ses forces, avoir plus de force. Les mineurs ont dit assez. Et ils ont pris leurs syndicats et leurs dirigeants et leur ont dit vous allez faire ce que nous voulons. Et les dirigeants, ils ont fait ce que les mineurs ont voulu. Oh certes, camarades, rien n'est totalement gagné. Il faudra aller plus loin encore. Et comme on l'a dit, les travailleurs britanniques ont voté pour aller plus loin. Mais dans ce mouvement, il y a l'expression de la démocratie ouvrière. Il y a ce qu'il est absolument indispensable de reprendre, de généraliser en termes de conscience politique, c'est-à-dire en termes de journal. Et ce que nous voulons faire, et nous sommes tout début,
de cet apprentissage difficile, parce que des dizaines d'années derrière nous de bureaucratisation du mouvement ouvrier ont fait perdre le goût de la discussion libre qui est indispensable pour le combat libre contre le capitalisme. Alors nous voulons faire l'information ouvrière. Et nous ne pouvons faire cette information ouvrière que tout seul. Comme nous pouvons rassembler dans la mutualité une salle comble et tout seul. Comme nous tenterons, si nous avons la possibilité, si on nous le donne légalement la possibilité, de rassembler 6 000 ou 7 000 au Palais des Sports, mais par nos propres moyens, par la force organisée, par la conviction politique, par la certitude que des millions d'hommes ne peuvent plus accepter. Alors, camarades, cet IO qu'on a mis dans les kiosques, c'est la signification même de la tâche qui est la nôtre. Nous ne pouvons compter sur personne. Nous ne pouvons compter sur rien. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et cet IO dans les kiosques, et ces affiches qui vont être collées par les militants, calmement, fermement, avec le même calme et la même certitude des mineurs anglais, avec le même calme et la certitude qui montent à travers cette inquiétude dans la classe ouvrière française. Nous devons, qui ira pour aller à l'avant de l'avant, nous devons apprendre nous-mêmes à nous souder, à nous lier à des couches plus larges. Nous avons réussi cette campagne des 32 millions. Il nous faut maintenant réussir IO dans les kiosques. Il nous faut réussir IO tribune de classe. Il nous faut réussir à faire le journal ouvrier, le journal révolutionnaire, le journal lutte de classe, le journal de ceux qui construisent à l'intérieur même de cette classe ouvrière, cette jeunesse, l'instrument indispensable pour la victoire de la révolution, le parti révolutionnaire. Camarades, la situation se développe à travers des hauts et des bas. Les plus grands affrontements se préparent dans ce pays. Aujourd'hui, dans ce pays, dans tous les pays capitalistes, les plus grands affrontements se préparent. Il nous faut aujourd'hui hisser notre capacité d'organisation, nos liens et raffermir, les développer avec la classe ouvrière, la jeunesse et les camarades. Ne croyez pas que les choses seront faciles. Un camarade qui participe au comité de coordination des lycéens me disait qu'aujourd'hui même, des militants staliniens ont essayé de casser la coordination lycéenne. On essaie de casser la démocratie ouvrière, la démocratie que les jeunes se donnent eux-mêmes. Ils ne pouvaient accepter ce qui s'est passé hier. Ils ne pouvaient accepter que dans cette manifestation, la première de multiples et de plus grandes manifestations qui se développeront, ils ne pouvaient accepter que les lycéens refusent de se laisser coiffer, ni par l'UNCAL. Et ils ont demandé, ces lycéens, à l'UNCAL d'enlever ces banderoles, ni par Rouge, et Rouge a enlevé ces banderoles. Et je le dis, camarades, si la JS et l'UCL avaient eu des banderoles, mais politiquement, la JS et l'UCL savaient que les lycéens voulaient contrôler eux-mêmes leur propre mouvement et ne faisaient confiance qu'à leur masse. Et la JS et l'UCL n'avaient pas de banderoles. Non pas qu'elle n'est pas capable, la JS et l'UCL, d'avoir ces banderoles et de les imposer. Mais pas à une masse, pas à une classe, pas à une jeunesse qui avance, qui recherche à travers tous les obstacles la voie en définitive de l'affrontement avec le ministre. Pas à cette classe. Et aujourd'hui, ils ont essayé de faire payer au comité de coordination des lycéens, ils ont essayé de faire payer ce qu'ils ont subi hier. Mais camarades, c'est dans cette bataille, et cette bataille va être difficile, elle n'est pas simple. C'est dans cette bataille que la classe ouvrière française reconquérera ses organisations et diront à ses dirigeants, nous voulons ceci. Et si les dirigeants ne veulent pas faire ceci, alors la classe ouvrière
fera ce qu'elle entend. Elle fera ses comités de grève élus avec ses syndicats. Elle fera plus encore. Elle constituera les éléments de base de sa lutte de classe, dans la lutte pour le front unique ouvrier, qui est une lutte pour classe contre classe et contre la bourgeoisie. Elle constituera ses conseils et ses soviets. Elle constituera sa force organisée. Et yo, tribune de lutte de classe, c'est l'expression même de ce mouvement de la classe ouvrière. Camarades, je suis sûr que nous réussirons. Et je suis sûr que ce prochain meeting ici, nous avons la possibilité d'avoir le palais des sports, je ne sais pas, et je ne le pense pas, parce qu'il est très difficile à avoir. Tout le monde l'a. Il y a une malédiction sur le CI. Le CI ne peut pas l'avoir. La malédiction est la malédiction du préfet et du gouvernement. Nous sommes des mal-aimés, vous le savez. Alors nous disons, si c'est même dans cette salle, au prochain meeting, ça sera la salle comble qu'il nous faut, parce que la formation ouvrière aura noué et tissé des liens plus solides avec une avant-garde, avec une classe ouvrière et des travailleurs plus solidement. Camarades, demain, nous avons manifesté à la mémoire du jeune anarchiste Puygantich. Camarades, je voudrais dire quelques mots. Nous avons, à différentes reprises, dans les réunions diverses, proposé, bien avant que Puygantich, 2 mois avant, soit assassiné, nous avons proposé aux réunions dites révolutionnaires d'envoyer une lettre aux organisations ouvrières pour leur demander de réaliser l'unité. Pendant 1 mois ou 1 mois et demi, nous n'avons pas pu faire prévaloir notre point de vue. Nous avons néanmoins accepté de manifester une première fois. Au bout d'1 mois et demi, nous avons pu faire prévaloir notre point de vue. Ces organisations, qui, comme vous le savez, s'opposent par principe au front unique, ont accepté, sur notre proposition, d'envoyer une lettre aux organisations ouvrières. Ces organisations ouvrières n'ont pas répondu. Il faut le dire de manière très précise. Un temps précieux a été perdu. Des prétextes ont été donnés aux dirigeants du PCF pour ne pas participer à cette manifestation, puisqu'ils étaient accusés, comme vous le savez, par ceux qui sont contre le Front unique ouvrier. Mais dans les 15 derniers jours, le Parti communiste français avait ces possibilités, la CGT, le Parti socialiste, le PSU et toutes les organisations avaient la possibilité de réaliser ce qui a été fait à Bilbao, pour Bilbao. Ils s'y sont refusés. Camarades, après que Puygantich a été garrotté, nous avons, dans cette salle, ou plutôt mes camarades de la JS, ont déclaré qu'ils proposeraient à toutes les organisations une manifestation de masse à la mémoire de Puygantich. Lundi, il y a eu des réunions des organisations dites révolutionnaires. Nous avons proposé à cette réunion d'envoyer une lettre aux grandes organisations traditionnelles de la classe ouvrière. Cette proposition a été acceptée. Le PCF et le PS ont refusé. C'est pourquoi demain, nous irons, et en masse, à cette manifestation. Je donne rendez-vous à tous ceux qui sont ici. C'est un devoir pour chacun d'entre nous d'être présent demain à 14h45 au coin de la rue de la Chaussée-d'Antin et de la Trinité. Nous allons manifester, et comme à notre habitude, manifester derrière nos drapeaux, les drapeaux de la Révolution, parce que quelles que soient les divergences qui nous peuvent nous opposer à la politique, aux actions de Puygantich, Puygantich est mort assassiné parce qu'il était contre Franco. Et nous sommes inconditionnellement pour que Franco soit chassé, et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui en Espagne, de plus en plus mûri, un mouvement qui chassera Franco, je ne dirais pas
Le sang de Puy-Gantiche n'a pas été vain, parce que le sang d'un révolutionnaire et d'un jeune est toujours quelque chose qui coûte. Camarades, demain, vous serez tous présents. J'informe également les parents d'élèves trotskistes. Et il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, il faut faire tout notre possible pour ne pas laisser isoler les lycéens. J'informe qu'il y a une réunion des parents d'élèves trotskistes dimanche matin à 9h30, 88 bis avenue Parmentier. Dans les associations de parents d'élèves, il y a un grand trouble. Des militants du PC qui acceptent la ligne du PC quand ils sont face à face avec leurs enfants se posent des problèmes avec l'avenir de leurs enfants. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, un des chaînons importants de la lutte contre la réforme Fontanet, c'est la mobilisation des parents d'élèves. Et je pense que tous les parents d'élèves trotskistes seront présents à cette réunion. Et maintenant, camarades, je conclurai en disant, au travail, pour la reconstruction, pour la construction du Parti révolutionnaire dans ce pays, pour la construction du Parti mondial de la Révolution socialiste, pour la construction du Parti de la 4e internationale en France, au travail, et nous gagnons. Bon, camarades, avant de vous lever, Assemblée générale de l'UCL, dimanche à 18h. Maintenant, j'informe, il y a 3 quarts. Un quart qui prend Enghien, Saint-Gratien, Hermont, Saint-Leu, Pontoise. Un deuxième, Argenteuil, Cormeilles. Un troisième, Gare, Charcelles, Gonesse, Gaussainville. Je déclare cette réunion terminée. C'est la lutte finale, tout pour nous et demain, l'internationale sera le genre humain, c'est la lutte finale, tout pour nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Bon, hein? Oui, la fin.